Excellences, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'éclatante présentation que vous avez faite tout à l'heure. Patron du secteur, vous avez projeté la lumière sur le sujet et vous avez facilité ma tâche. De sorte qu'en réalité, j'aurais pu ne plus me tenir ici, étant entendu que vous avez déjà tout dit. Et je demanderai à l'auditoire, lorsque je vais commencer à projeter mes écrits, que si jamais il y a un écart de chiffres, que vous compreniez que vous prendriez les chiffres du patron du secteur. Mais j'aimerais également vous avertir que mon projecteur à moi fera juste un zoom en ce qui concerne la Société nationale de l'électricité, qui, elle, n'a pas un projecteur plus large que celui du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Je voudrais également remercier Madame le gouverneur pour l'intérêt qu'elle a signifié au sujet de SNEL et surtout les projets avec Dadeng. Nous tenons à confirmer que nous avons des contacts avec cette société. Je voudrais également remercier le président national de la Chambre des mines, de la FEC, et qui a été transparent sur les difficultés que rencontrent les secteurs de mines ou des miniers au Katanga, s'agissant de défis à relever pour l'alimentation de l'industrie. C'est vrai que ceux qui ont lu son texte ont vu qu'il était écrit quelque part que SNEL était saturé, mais en fait, il voulait dire que le système électrique de SNEL était saturé. En réalité, SNEL n'est pas saturé, SNEL se développe, et vous le verrez tout à l'heure. Et d'ailleurs, il a dit lui-même clairement que la tonne les millions de tonnes atteints et dépassés en termes de production de cuivre étaient effectivement liés aux efforts que fournissait la SNEL. Je tiens à lui rendre tous mes hommages pour la sincérité de son texte. Et effectivement, nous allons contribuer pour des solutions, comme l'a mentionné également le patron du secteur, des solutions immédiates et les solutions à venir. Je voudrais également remercier le consul général de la République sud-africaine qui a mentionné la philosophie, la politique dans l'électrification. Et donc, comme je disais, nous allons nous faire un petit zoom et nous allons nous concentrer sur l'alimentation du Katanga, qui est le domaine principal de l'industrie minière. Et vous verrez que nous allons longtemps parler de l'hydroélectricité, étant entendu que la quasi-production de SNEL est liée à l'hydroélectricité et ne pouvons qu'en parler, quoique nous allons également faire mention de la nécessité aujourd'hui de faire les mix énergétiques. Puisqu'il s'agit de projeter un regard à l'avenir et donner la perception de SNEL sur l'avenir, de maintenant et de l'avenir, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous rappeler que le pays est lié effectivement à l'hydroélectricité ou simplement au cours d'eau. Nous vous rappelons cela à travers ces quelques informations, puisque de là, c'est l'objectif à atteindre finalement. Voilà, c'est ça le pays au fait. La République démocratique du Congo aurait dû avoir d'autres frontières parce que le bassin du fleuve Congo est plus large que la superficie du pays. Et c'est là que SNEL tire son histoire. Quelques caractéristiques sont là. Ce serait donc l'objectif en hydroélectricité que le ministre tout à l'heure a vanté
en termes de 100 000 mégawatts calculés aujourd'hui, mais peut-être demain on trouvera un peu mieux. Et de là, comme il a dit également, il y a plusieurs sites qui sont répertoriés. Il y a un atlas qui a été publié par le ministère, et voici les sites. Tout à l'heure, je crois que lorsque nous allons nous y référer, vous comprendrez pourquoi nous allons insister à ce que cela ne reste pas simplement sur la carte, qu'il restera maintenant, comme l'a dit le ministre, que sur la capacité hydroélectrique du pays, vantée à hauteur de 100 000 mégawatts, il n'y a que 2,4 qui est, là c'est SNEL qui parle, mais vous devez prendre 2,5 comme a dit le ministre, 2,5% de ces potentiels qui est au fait transformé. Et vous verrez tout à l'heure avec l'histoire, comme l'a dit les modérateurs, lorsqu'il parlait de quelqu'un qui lui a vu la naissance ou la mise en service de la dernière grande centrale de SNEL, et la plus grande d'ailleurs du pays, eh bien depuis ces temps-là, on n'en parle plus. Et vous devez comprendre que lorsque l'équipement s'arrête, je crois que c'est là que le président l'a fait, a raison, est saturé, eh bien tout le reste également est saturé. Pourtant, c'est éloquent de se rendre compte qu'il y a des sites très importants et il y en a également dans les territoires qui nous intéressent s'agissant de l'exploitation minière et des choses on aurait pu continuer à investir dans le secteur. Et je pense que finalement, parmi les recommandations qu'on va faire après cette conférence, vous rendrez compte qu'il y a un déficit en ce qui concerne la synergie mine-énergie. Donc dans ce pays, on devait beaucoup plus parler de la politique mine-énergie, puisque c'est le moteur de développement du pays, ce qui fait défaut exactement dans ces secteurs. Alors venons-en à la situation d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez ces tableaux, je sais que vous l'avez vu, le ministre est revenu là-dessus, la FEC également. Je sais que de loin, vous ne voyez pas les couleurs. Si j'avais un pointeur, j'aurais pu pointer. Ces couleurs marquent, comme vous le voyez là, lorsque vous remarquez la demande du Sud, c'est les Katanga. J'espère que ce n'est pas... quand nous disons Katanga, tout le monde comprend très bien. C'est toutes les 4 grandes provinces, donc les Katanga, et c'est beaucoup plus le Haut-Katanga et le Lualaba dont nous parlons ici. Et donc, vous voyez cette courbe-là qui monte et qui monte toujours. C'est-à-dire qu'au fait, les gens s'équipent. Et ceux qui sont arrivés les premiers dans le secteur continuent à développer leurs activités. Et donc, ça monte. Parce que nous sommes dans un espace de l'industrie minière, tout ce qui est domestique est tout à fait minoritaire. Et lorsque vous regardez ce que offre, c'est-à-dire que nous, ce que nous fournissons, ce que nous générons comme énergie, voilà, nous sommes là très bas, au Katanga. Les 4 centrales du Katanga sont là. Alors, vous le savez, le Katanga est connecté aux centrales de Inga, des Zongo, donc les centrales qui sont de la partie ouest du pays. Et la production de l'ouest est en bleu, vous la voyez là. Vous voyez qu'elle est en train de monter tout le temps, vous allez comprendre pourquoi. Et elle monte, etc. Quand vous sommez la part, parce que ce n'est pas tout ce qu'on produit à Inga qui vient ici, mais il y a une part qui vient d'Inga vers ici. Et lorsqu'on somme cette part et celle-là, et vous allez voir donc le total de la demande que nous mettons là, et le total de l'offre en bleu, dégage un écart entre les deux, et bien c'est ça le déficit. Je crois que le président de FEC a mentionné 700 MW. Si vous le regardez ici, vous allez voir le 700 MW quelque part. Mais ce qui est important de noter, que malgré toutes les actions que nous avons énumérées tout à l'heure, il y a toujours un écart qui demeure jusqu'à un certain horizon, 2020. Et je crois que le président de la FEC a bien mentionné qu'à un moment donné, il y a des couples qui s'est croisés. Il était heureux que ces rendez-vous-là soient respectés, mais sous condition. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est à l'âge numérique. Les gens n'ont pas la sensibilité quand on parle de délestage, de déficit. Les gens pensent que c'est une invention. Mais ceux qui ont un certain âge ont vu des balances à plateau. C'était très simple.
lorsque vous aviez du riz de ces côtés-ci, on mettait de l'autre côté les pois, comment on appelait ça, les pois, comment on appelle ça encore oui, c'est un nom, étalon, voilà. Alors on mettait les talons. Alors si ça reste comme cela, ça veut dire qu'il y a plus de riz ici que les talons. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On raclait le riz jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. C'est-à-dire on délaissait. C'est pour garder l'équilibre. Donc comme vous avez vu, lorsque ce que l'on produit ou la génération d'électricité est inférieure à la demande, rien à faire. Les langages demeurent pendant longtemps, on va toujours parler donc du déficit. Et donc, les déficits qui est le sujet d'aujourd'hui, depuis hier, eh bien, c'est une conséquence. C'est qu'il y a peu de production, la demande est importante, et évidemment, comme l'a dit le président de la FEC, si l'offre est limitée, il faut aussi limiter la satisfaction. Il ne faut pas vendre les vents. Et c'est vrai que SNEL ne vend pas le vent, il a bien dit. En réalité, lorsqu'une industrie s'établit dans le pays, elle est censée avoir signé des accords avec le gouvernement, SNEL leur accorde, évidemment, sous condition qu'il y ait de l'énergie. Et bien souvent, il y a des gens que nous raccordons avec des accords spéciaux, de pouvoir importer de l'énergie. Et il y a aujourd'hui au Katanga des miniers qui travaillent avec de l'énergie importée ou encore ceux qui travaillent avec une génération propre, une génération thermique. Et donc il y a les déficits, est vrai, on pourra peut-être débattre là-dessus, mais j'ai dit c'est une déficience d'une synergie mine-énergie, ou si vous voulez, il y a eu absence d'une anticipation du segment énergie lorsqu'on est en train de bâtir l'industrie minière au Katanga. Et donc, ce déphasage a conduit à ces gros déficits. Et l'autre, pas des moindres, c'est que le plan qui va être mis en place côté SNEL, vous avez vu que la production monte, c'est-à-dire qu'on ajoute, il y a un plan de réhabilitation, et le ministre en a parlé, on va y revenir, mais il va y avoir malheureusement, c'est un mot qui est sacré dans notre pays, il va y avoir un glissement dans la réhabilitation, dans ce programme de réhabilitation, et ceci malheureusement va déphaser l'attente de l'offre par rapport aux exigences de la demande. Et ça évidemment, ça va amener également, ça va creuser les déficits. Alors, SNEL a de stratégies, puisqu'on nous a dit quelle est votre que faites-vous SNEL, parce qu'il y a des problèmes, un déficit, il y a un marché large, vous êtes les seuls opérateurs majeurs pour le moment, même si la loi électricité est là, qu'on est en train de mettre les mécanismes en place pour qu'il y ait d'autres qui viennent contribuer, mais que faites-vous? Eh bien, la stratégie des SNEL, on peut passer au fait, d'abord la récupération de la puissance, par deux choses. D'abord la réhabilitation, la fiabilisation, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, j'aurais dû ne pas en parler parce que les gros partenaires, les plus importants partenaires de SNEL qui contribuent dans cette réhabilitation et fiabilisation se trouvent justement être les miniers. Je citais TFM avec Nseke, Moumi KCC qui interviennent sur Inga avec 2 unités qui sont en réhabilitation, le G27 et le G28. Il y a Ivanoé qui intervient à Koni, Mouadingusha, et qui pourrait intervenir également à Nzilo. Sikomine, avec qui nous sommes en train de construire, je dis bien en train de construire, la centrale de Boussanga. Si vous allez aujourd'hui sur le site de Boussanga, vous trouverez une centaine de personnes qui sont à pied d'œuvre. Et nous sommes en train de travailler pour le moment sur l'électrification du chantier. Donc les chantiers de Boussanga, l'électricité sert alimentée à partir de la centrale de Nseke. Nous y travaillons. Nous venons de sortir d'une réunion il y a 2 jours de nos experts qui ont validé le plan de construction d'une ligne qui va partir de Nseke vers le site de Boussanga afin d'alimenter les chantiers. Et là, ce sont des miniers donc qui financent le programme de réhabilitation. Bien sûr, au-dessus de cela, nous avons d'autres bailleurs tels la Banque mondiale qui finance la réhabilitation des groupes à Inga 1 et Inga 2.
Nous avons la Banque africaine de développement qui fait de même à Inga 1. Nous avons d'autres banques également qui viennent comme BI qui interviennent dans la réhabilitation des groupes de SNEL. Nous commençons donc par l'investissement consenti, 2,4 gigawatts, dont l'essentiel de 2 gigawatts, 2,3 se trouve être entre Inga et le Katanga. Et donc c'est là que nous commençons d'abord réveiller ceux qui dormaient et de manière à pouvoir réduire les déficits. Et après donc cette première phase dans la stratégie SNEL vient alors la construction de nouvelles centrales. Le ministre vous a parlé de Zongo 2. Eh bien, ces projets se terminent cette année. Au mois de juillet, on aura la première machine de 50 MW. 2 mois après, la deuxième. Et 2 mois plus tard, on aura la troisième, donc au mois de novembre. Et on aura les 150 MW qui viendront sur le réseau interconnecté, les réseaux qui alimentent également le Katanga, l'industrie minière. Et Boussanga, dont j'ai parlé tout à l'heure, fait partie de cette stratégie de construction de centrales. Les centrales de Luapula, il y en aura 4. C'est la frontière naturelle entre la RDC et la Zambie. Les deux pays ont signé un accord intergouvernemental l'année passée et les deux sociétés, ZESCO et SNEL, ont fait autant, ont signé un accord intersociété. Et présentement, les experts des parties travaillent sur la revue des études. Nous venons de bénéficier d'un don de l'ordre de 9 millions de dollars, contribution de la DBSA, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, pour conduire ces études de Luapula. Et vous noterez également, puisque cela est très cher au président de l'AFEC, vous noterez également que dans cette centrale Luapula, il y a également une ligne d'interconnexion. Il faut renforcer l'interconnexion entre notre réseau et celui de la Zambie. Il y a donc une ligne très haute tension qui va être mise en place, qui va partir des Kolwezi vers Solwezi pour relier les deux réseaux. Et là aussi, je voudrais rappeler que au fait, la SNEL fait partie et membre de SAPP. Et donc, les préoccupations sur qu'est-ce qui se passe dans le SAPP, qu'est-ce qu'on peut en tirer, au fait, peuvent trouver des solutions à travers SNEL, qui est membre de SAPP. Et c'est vrai qu'à la dernière réunion des comités exécutifs des SAPP, ESCOM, qui est présente d'ailleurs pour la confirmer, ESCOM a bien relevé l'existence d'un surplus de production actuellement. Et j'ai signé une lettre hier vers ESCOM pour faire une demande en ce qui concerne SNEL, selon la capacité de réseau de transport entre l'Afrique du Sud et la RDC, les maximums que nous pourrions donc appeler, selon donc cette contrainte-là. Nous avons adressé une lettre et bientôt des experts de SNEL vont aller à ESCOM pour discuter sur la hauteur de ce qu'on peut réserver à la RDC partant de l'Afrique du Sud. Il y a ces projets de Nzilo 2 ou Nzilo 3. Peut-être que je surprends les gens lorsque je dis Nzilo 3. Effectivement, le ministre vous a parlé de Nzilo 2, mais il y a aussi Nzilo 3. Nzilo 3, c'est aussi un autre projet qui peut voir le jour plus vite, plus rapidement que Nzilo 2 et faire 200 MW. Et nous avons un partenaire que j'étais expressement... Nous avons un partenaire avec qui nous travaillons sur ces projets et il peut se réaliser en 3 ans sans impact socio-environnemental. Bon, pour le moment, je préfère mes terres, mais c'est une centrale qui peut venir en 3 ans, la durée d'exécution de travaux. Et Inga 3, je ne voudrais pas revenir là-dessus, je crois que le ministre a tellement abordé, c'est la seule solution qui, à elle seule exécutée, pourra permettre de basculer la courbe bleue du président de FEC pour dépasser la courbe rouge. Et nous espérons que cela suppose que si c'est 2020, il y a un temps où ces projets auraient dû déjà démarrer. Et donc tout recul dans les préparations fera que malheureusement cette intersection de 2 courbes va être relayée vers le futur. Et voilà donc la deuxième branche dans ces stratégies. Donc réhabiliter l'existant, construire de nouvelles choses, mais également faire l'économie de l'énergie. Vous savez ça prend du temps, comme a dit le ministre,
de construire une centrale hydroélectrique, rien que les études, mobilisation des financements, l'exécution du projet. Mais il y a une chose qui va très vite, c'est la gestion de la demande. Vous savez, le ESAPP avait un objectif en 2015, c'est de réduire les gaspillages de 4500 MW, c'est que nous n'avons pas dans le pays. Et on a atteint pratiquement 4000. Et nous, pour rendre la chose claire à l'entendement des consommateurs du pays, nous avons, avec l'appui d'un minier, fait une expérience dans la ville de Lubumbashi où nous tenons. Nous avons inséré simplement les lampes économiques, que nous avons appelées d'ailleurs d'Afrique du Sud, les lampes de 14 watts que nous avons placées dans la ville, et nous avons pu récupérer 27 MW. Pour ceux qui ne le savent pas, 27 MW, c'est pratiquement la puissance que peut délivrer un groupe de Nzilo. Et donc, en quelques 6 mois, on a pu réduire les gaspillages dans la ville de Lubumbashi de 24 MW. Et là, c'est avec de lampes de 14 watts. Je vous informe qu'aujourd'hui, sur les marchés internationaux, il existe de LED de 3, 4, 5, 7 watts. Alors imaginez, c'est qu'on peut avoir comme gain rien que par le jet des lampes. Et davantage, lorsqu'on installe les compteurs après paiement, on réalise des économies énormes. On l'a déjà expérimenté avec les téléphones. Et maintenant, nous sommes lancés dans des projets pilotes. Et il y a la DBSA qui va financer cette année, on espère dans 2 mois, un projet d'installation de compteurs après paiement. Et il y a d'autres partenaires également qui viennent. Et ceci, c'est pour éviter, réduire les gaspillages auprès des domestiques. Mais également, nous lançons le même message vers les gros consommateurs. Commencez également à apporter la technologie peu énergétivore pour produire plus de cuivre avec peu d'énergie. Et donc, je crois que ça devrait être également un débat au niveau de ceux qui consomment, apporter la technologie de pointe qui a de hauts rendements, donc avec peu d'énergie, produire plus de tonnes de cuivre. Donc, l'économie d'énergie fait partie également de cette stratégie pour essayer de réduire les déficits. Pour ceux qui ne me croient pas, sachez que les études disent que rien que pour la ville de Kinshasa, on peut, avec la lampe de 14 watts, récupérer 150 MW. Et 150 MW, c'est la production d'une unité de Inga 2. Donc, en peu de temps, on peut réduire les gaspillages et tout ce qu'on peut récupérer peut permettre d'alimenter les secteurs les plus rentables. Je disais, l'industrie minière. Maintenant, dans les stratégies de SNEL également, c'est produire plus à Inga. Et pour cela, nous avons un plan que nous appelons plan de tillage, qui consiste, vous le savez, je crois que les modérateurs a parlé des gens qui ont dirigé pendant, quelqu'un qui a dirigé plus de 5 ans, mais je crois qu'il s'était trompé parce qu'il y en a un qui a dirigé plus de 11 ans, donc on n'a pas encore atteint l'objectif. Alors, mais il y a des problèmes que nous avons connus dans l'exploitation des centrales d'Inga et qu'on connaît dans d'autres centrales également, c'est la sédimentation. Donc, dans la conception de centrales d'Inga, ces problèmes a échappé aux concepteurs. Lorsqu'on a conçu les 2 centrales Inga et Inga 2, et on a pensé qu'on allait maintenir la production à un seuil tel que la vitesse d'écoulement au travers du canal permettrait d'évacuer naturellement les sédiments entraînés par l'écoulement. Mais il est arrivé que beaucoup de projets pour lesquels on avait conçu Inga 2 n'ont pas vu les jours. Ceux qui ont de l'âge se souviendront qu'il y a eu Alu Zahir qui devrait naître à Banana, qui n'a pas vu le jour. Et ceux qui sont katangais comme moi savent que P2 n'a pas vu le jour. Et donc, ces déficits-là des projets a fait qu'on s'est retrouvé avec 1,8 gigawatts à Inga et on ne savait rien faire avec. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à tourner les machines à des niveaux les plus bas. Et d'ailleurs, si nous sommes arrivés dans l'histoire à exporter vers Escom à des tarifs très très bas,
jamais connu dans le monde, c'est parce qu'on avait une sous-production et personne ne pouvait consommer. Mais la conséquence, c'est que la vitesse d'écoulement au travers du canal était tellement basse que les sédiments se sont déposés dans le canal et on a comptabilisé en 2010 20 millions de tonnes de sable dans le canal. Conséquence, c'est que le canal qui a une capacité de transfert d'eau a vu cette capacité être réduite par l'occupation de sable. Deuxièmement, et ça c'est donc vous avez la contenance vers le bas qui est occupée par le sable, et maintenant lorsque vient la saison sèche, ou lorsque vous avez les changements climatiques, c'est un nouveau vocabulaire, lorsque le changement climatique fait sa loi et que l'hydrologie est mauvaise, eh bien les niveaux du fleuve baissent. Et lorsque le niveau du fleuve baisse, c'est-à-dire que il ne vous reste plus qu'une lame d'eau, et vous savez, la quantité d'électricité qu'on produit en hydro, c'est un produit entre la hauteur de chute et le débit. Et donc, quand vous faites les produits des deux, eh bien, vous pouvez produire que peu. C'est ce qui arrive. Alors, que faisons-nous? Il faut enlever le sable. Et nous avons là une machine de drague, et vous avez vu la capacité qui est augmentée. Nous avons donc dû acquérir, on a dû acquérir des dragues, et la plus grosse qu'on a dû acquérir en 2015 pour augmenter cette capacité de dragage. Tout à l'heure, on reviendra sur le prix de l'électricité, le ministre en a parlé. Cette activité-là, sans cette activité, eh bien, le sable ne ferait que s'entasser. Deuxièmement, il ne faut pas simplement enlever le sable. Les études des spécialistes ont montré que le sédiment qui arrive à Inga est tellement fin qu'il ne peut pas endommager les turbines. Et alors, il a été demandé des produits le plus possible pour accélérer la scission de sable. Et donc, le fait d'augmenter les productibles à Inga fait que nous scissons davantage du sable avec les turbines. La combinaison de deux actions fait qu'on peut produire l'électricité. Tout à l'heure, peut-être je reviendrai. En 2016, on a connu un creux du fleuve, mais sans tellement ressentir les phénomènes, les effets liés à la baisse du niveau d'eau. Donc, cette activité est importante. Et dans ces plans d'étiage dont le ministre a parlé tout à l'heure, lorsqu'on dit qu'il y aura étiage, tout à l'heure je vais revenir un peu sur l'alerte, pourquoi nous avons lancé l'alerte, puisque le président de la FEC en a parlé, ce n'était pas pour que vous ennuyiez, mais je crois que mieux vaut prévenir que guérir. Et quand on est informé, alors on peut prendre les choses au sérieux. La seule possibilité pour apporter une solution dans un délai relativement court ne peut être envisagée qu'avec une génération thermique, à fioul ou à gaz. Et comme l'EMLIS vous l'a dit, il y a même dans la salle ici, on a cité Grasta, le directeur général de Grasta est ici, et certains miniers les connaissent déjà. Et donc c'est l'une des solutions, c'est que l'on va perdre, il faut compenser ça. Et d'ailleurs, cette solution devrait même rester un tout petit peu permanente, sans vous effrayer, parce que vous avez vu mes courbes tout à l'heure, le déficit est là, il était déjà là, il est là, et il va subsister jusqu'à ce que. Et donc ça veut dire, pour combler ce déficit, les moyens qu'on apporte, pour autant qu'ils puissent être abordables par les consommateurs, ces moyens devraient plutôt être retenus pendant le terme où on va essuyer les déficits. Et évidemment, on doit penser également interconnexion. C'est le but pour lequel tout à l'heure je vous ai parlé de renforcement d'interconnexion qu'il faut faire, sans quoi on ne saura pas profiter de toutes les surproductions qui pourraient survenir en Afrique australe. Nous sommes en contact, et d'ailleurs il y a des miniers ici qui le savent, nous sommes en contact avec le Mozambique où il y a un projet qui va être développé. Nous sommes en contact avec la Namibie qui est en train de développer un projet et qui nous a contactés. Et on est en phase de signer des accords pour pouvoir acheter. Mais on n'achètera pas une marchandise si on n'a pas élargi les routes, si on n'a pas renforcé les ponts. D'où la nécessité de développer effectivement les interconnexions pour permettre de prendre ce que les autres auront développé et on gagnera du temps en attendant que nous puissions arriver à terme, au terme du plan qui est en cours. Alors, pourquoi nous avons lancé l'alerte, ou nous avons sonné l'alerte sur l'étiage du fleuve Congo?
Là se trouve, je crois que la chambre de mine va annuler les rendez-vous qu'on avait, puisque je crois qu'on va déjà en parler ici. Là, vous avez des courbes que nous dressons, c'est une moyenne faite sur un siècle. Je crois qu'il y a des gens ici qui n'ont pas vécu les siècles qui étaient en cours, parce qu'il a commencé il y a déjà quelques cent ans. Eh bien, la courbe que vous voyez en bas, c'est la courbe de minima du niveau du fleuve Congo vu à Inga. Et la courbe là-bas, c'est les maxima du niveau du fleuve ou du débit du fleuve, parce que vous avez ici les niveaux du fleuve et de l'autre côté vous avez les débits que nous prélevons du fleuve. Maintenant, tout ce que je vais dire ici sur le tillage, ça ne jette aucun discrédit sur le projet Inga. Il faut vraiment qu'on se les dise, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, qui disent mais si on souffre déjà des tillages, à quoi bon construire Inga? Justement, Inga est la réponse. Les grands Inga consistent à barrer le fleuve et constituer un gigantesque réservoir, qui donc ne va pas souffrir des variations, des apports liés à la pluviométrie. Donc on aura résolu le problème. Mais tout à l'heure, je vais vous dire comment nous, au SNEL, à partir de 2018, l'année prochaine, on ne va plus tellement souffrir des tillages, parce que justement nous sommes en train, et j'ai dit en train, ça veut dire que les travaux ont commencé, se terminent en mai 2018, nous sommes en train d'ouvrir une deuxième prise qui va permettre de combler l'eau pour les centrales Inga 1 et Inga 2, et qui ferait que, qu'il y ait tillage ou pas, on devrait avoir les minimums. Donc peut-être que je vais y revenir, mais si jamais j'oubliais, au moins je vous l'aurais annoncé. Et là, vous avez la moyenne. Alors, qu'avons-nous remarqué? La courbe que vous voyez ici en noir, c'est la courbe 2017. Je ne voudrais pas prendre votre temps parce que je n'ai que 15 minutes. Alors, la courbe que vous voyez, je crois que les gens sont intéressés de savoir où nous sommes et qu'est-ce qui va arriver. Je crois que la doctrine, on l'a entendu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qui va arriver? Et pourquoi l'alerte? Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a... Quand nous avons dit fausse majeure, les gens n'y croyaient pas. Mais là, il faut croire. Ce sont des courbes qui sont vérifiables partout. Et si vous ne croyez pas, demandez à ceux qui viennent d'Afrique du Sud, qu'en est-il de la sécheresse? Ils vont vous en parler. Et s'il y a des Anglais dans la salle, vous savez ce que c'est que la sécheresse. Et s'il y a des Katangais qui connaissent vraiment le Katanga, ils peuvent vous parler de la sécheresse. Et si vous ne le savez pas, c'est que sur les grands bassins que j'ai présentés du fleuve Congo, il y a des sous-bassins. Et les sous-bassins, l'un des sous-bassins les plus importants, si pas le plus important d'ailleurs, les bassins du Kasaï, a séché cette année. Et c'est les malheurs que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons remarqué, et notez également, si vous ne le savez pas, les maximums d'apport, les maximums débit du fleuve Congo vu à Inga interviennent normalement de novembre à décembre de l'année passée. Donc, quand nous parlons de 2017, novembre-décembre, dont il est question, c'est l'année passée. Il s'est fait malheureusement que novembre et décembre de l'année passée, les niveaux d'eau atteints à Inga, vus à Inga, du fleuve, étaient plus bas que les minima jamais connus. 2016. Et donc, cette courbe que vous voyez là a commencé très bas et elle a continué comme cela jusqu'à la dernière semaine du mois de février. Elle a traversé les minima. Elle a essayé de rencontrer l'année 2015. Là, c'est 2015. Et puis, elle est retombée et nous en sommes là. Donc, la tendance, selon nos observations, cette courbe ne monte pas, stagne, c'est là vraiment qu'on peut dire saturé, stagne, et là, ne regardez pas très bien, mais là sont les projections de nos ingénieurs. Nous avons mis une équipe qui surveille les mouvements du fleuve pour qu'on sache à quel moment elle peut faire un crash. Et si jamais ces crashs arrivaient là, plutôt, c'est-à-dire que le niveau descendrait, alors là je prends la courbe 2016. Voilà, ça c'est 2016, qui est bien meilleur parce que on est passé là, et puis vous voyez, quand les tillages arrivent,
au mois d'août, entre le mois de juillet et août, vous voyez que les courbes, pour ceux qui sont des mathématiciens, vous voyez que la pente est raide. Donc, en quelques jours, vous descendez, vous perdez, et c'est comme ça qu'on voit à Inga, vous perdez 1 mètre en quelques minutes, et vous ne savez pas ce qui se passe en amont. Donc, ce sont des chutes. L'eau, les niveaux d'eau partent rapidement, vous n'avez pas le temps de commander à ce moment-là. Vous êtes surpris. C'est vrai, il faut vraiment prendre des mesures avant. Et donc, l'année passée, lorsqu'on a atteint cette côte-là, à ce niveau-là, à Inga, nous avons perdu 100 MW. On a dû arrêter, diminuer la production de 100 MW. Pourquoi? Parce que lorsque le niveau du fleuve baisse et que vous maintenez une certaine puissance, vous allez remarquer que vous commencez à... La vitesse d'écoulement s'accélère. Ça c'est un. De deux, vous avez un risque d'aspirer de l'air. Parce qu'en fait, vous raflez la lame d'eau, vous raflez de l'eau, il ne restera plus que de l'air. Et l'air, c'est un ennemi des tuyauteries et des lourds mouvements. Vous pouvez avoir des phénomènes qu'on appelle la cavitation. Et là, vous pouvez perdre des conduites, etc. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Et là, vous êtes obligé de limiter. Donc, en 2016, pendant cette période-là, nous avons dû perdre 100 MW dans la production à Inga. Voilà les raisons qui nous ont poussé à alerter tout le monde qu'il y a un problème. On entend parler en Afrique du Sud, la Zambie, eh bien, il y a un problème, c'est que on a perdu, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Maintenant, les gens disent parfois, mais il y a beaucoup d'eau à Lubumbashi, il y en a beaucoup à Lofira, mais allez à Lualaba, les sous-bassins de Lualaba n'ont pas d'eau. Par contre, la Lofira, elle déborde, parce que c'est des bassins différents. Mais ce bassin qui déborde, il n'est pas plus important que Kasaï, par exemple, et il va rencontrer évidemment le fleuve Congo plus bas, la Lofira se jette dans le fleuve Congo, mais le bassin de Ruzizi n'a pas d'eau. Et le bassin de Ubangi est perturbé. Donc, quand nous faisons cette lecture, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas suffisamment d'eau dans les précipitations, la réserve d'eau qu'on utilise pendant la saison sèche, au fait, c'est l'eau qui s'enfouit sous la terre. Et quand il n'y a pas eu suffisamment de réserve pendant la saison sèche, au fait, il n'y a rien qui coule vers les rivières, et c'est ça la sécheresse. Et donc, il faut s'y prendre à temps. S'y prendre à temps comment? Je crois que là, je suis en train de reprendre ce que le ministre a dit tout à l'heure. Il faut amener les centrales thermiques. Et il vous a dit les mécanismes pour encadrer tout ça. Le gouvernement consent à exonérer les produits pétroliers pour arriver à des coûts qui seraient admissibles et qu'on trouve nulle part. Et je crois que ça demande un engagement évidemment des consommateurs. Et on ne doit vraiment pas se faire... Et en plus, même si on sautait l'étiage, ou pour celui qui prie en anglais là, et que Dieu entendait sa prière et qu'on ne vit pas l'étiage, on n'aura rien perdu. Parce que vous avez vu, les déficits existent et il faut les combler. Et donc, cette solution qui vient, elle est heureuse et je crois qu'elle devait être embrassée par les gros consommateurs. Nous en avons besoin parce que les déficits existent, mais nous en avons davantage besoin parce qu'on peut arriver à un crash. Alors maintenant, dans les stratégies SNEL viennent également, puisque nous sommes aussi dans la modernité, viennent également, on parle souvent de centrales solaires, mais laissez-moi vous dire que l'énergie solaire, elle est intéressante pour ceux qui ont déjà les niveaux suffisants de génération et qui veulent faire des mix énergétiques pour en baisser le prix. Mais les miniers du Katanga, ou d'ailleurs, n'a pas besoin que quelqu'un lui apporte une solution pour 6 heures seulement. Parce que quand il produit une chaîne de production, ça ne prend pas 6 heures. Ça prend 18 heures, 24 heures, et c'est continu. Et donc, il faut une solution de substitution. Et nous, ce à quoi nous dédions les solaires pour les Katanga, par exemple, pour l'industrie, c'est l'optimisation de l'usage de l'eau de nos réservoirs. C'est-à-dire, avec les phénomènes du changement climatique, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, par exemple, dans les réservoirs d'Enzilo. Mais il serait très intéressant d'avoir une autre génération pendant les jours pour économiser de l'eau et la nuit générer l'électricité. Et ce serait une solution globale. Heureusement, je me tiens dans la salle avec des témoins qui malheureusement ne peuvent pas se prononcer publiquement, qui savent qu'il y a même un groupe international
qui va s'asseoir avec nous et ces miniers-là pour étudier cette question fondamentale pour le Katanga. Et par ailleurs, c'est dont on a besoin au Katanga, nous devons commencer à pomper l'eau d'aval en amont pour remplir nos réservoirs. Et j'espère que les modérateurs peuvent témoigner que je vais déjà parler de cette question-là et qu'il y a un minier qui est vraiment intéressé. Quand il aura la parole, il pourra peut-être citer les miniers s'il a le courage. Voilà les stratégies de SNEL en ce qui concerne les déficits du moment, comment les gérer et quelles sont les projections d'avenir pour combler le déficit et passer à la sous-production, parce que ce pays a une vocation, c'est de vendre aussi l'électricité. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, ils savent que le président de la République a annoncé qu'on devrait mettre en place au pays une industrie d'énergie. Et il avait bien raison. Quand on a autant de potentiel varié, on devrait arriver à faire ces produits, un produit à vendre qui ne subira certainement pas les variations de cours comme on le vit avec les cuivres. Je crois qu'on doit devenir un peu sage pour savoir qu'il y a d'autres produits qui ne seront jamais dévalorisés et que c'est là que nous devons mettre aussi nos efforts, transformer ces atouts que nous avons pour également calmer les autres qui veulent venir prendre l'eau, mais qui pourraient prendre l'eau sous forme d'électricité tout en restant chez eux. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de noter et qui vont remonter ça. Alors maintenant, les stratégies de SNEL, c'est aussi d'améliorer la gouvernance. Vous avez entendu tout à l'heure, le président de la FEC a abordé un peu le sujet de manière diplomatique, mais c'est vrai, comment va-t-on investir des milliards au Katanga si l'opérateur majeur qui existe, en attendant que les autres ne viennent, semble ne pas avoir une bonne gestion? Et donc, nous sommes conscients, et le gouvernement également est conscient, a mis les moyens auprès des SNEL pour améliorer la gouvernance de SNEL. Il y a plusieurs outils qui sont en place aujourd'hui. Vous le savez, nous avons les contrats de service qui apportent à SNEL des experts avérés qui viennent d'une grande firme, une société d'électricité canadienne, Manitoba Hydro, qui travaille chez nous et qui anime des fonctions de l'entreprise. Nous avons avec nous des auditeurs externes qui sont engagés pour améliorer la gestion et devenir de plus en plus compétitifs. Parce que lorsqu'on dit que le secteur de l'électricité est ouvert aujourd'hui, ça veut dire que demain, pour que SNEL subsiste, devra avoir des références et avoir des atouts avérés. Évidemment aussi, comme on l'a dit, nous devons avoir des experts et donc nous formons notre personnel. J'aurais voulu éliminer ces paragraphes qui suivent, parce que je ne voudrais vraiment pas vous vexer, parce que le ministre en a parlé, les secteurs de l'électricité ne sera pas attractif. Les gens préfèrent aller investir au Rwanda qu'au chez nous si nous continuons à croire que l'électricité, c'est la gratuité. Il faut vraiment qu'on oublie ça. Personne ne viendra investir dans ce secteur si on a des opérateurs qui n'ont que des difficultés financières. Et l'une des raisons fondamentales, je ne voudrais pas que vous inondez vraiment, faites passer ça vite parce que je sais qu'ils n'aiment pas ce chapitre, mais si vous avez un opérateur qui pratique, à qui on impose des prix sociaux, comment pensez-vous qu'il va garantir votre avenir? On a dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas la maintenance, c'est la raison pour laquelle les installations s'arrêtent. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait la maintenance? Il faut se poser la question. Si déjà la structure des prix n'a pas prévu la maintenance. Un exemple. Les coûts de production à Inga aujourd'hui est de 400 $ américains au kilowattheure. Mais comment imaginez-vous que ces produits qui quittent Inga est vendu en haute tension à 5,69 $ au kilowattheure? Et les 1,69 couvrent quoi? Posez-vous la question. Et cet opérateur ferait quoi? Lorsqu'aujourd'hui cet opérateur, pour, comme je dis, la stratégie, récupérer l'existant, est allé prendre de l'argent auprès des miniers, c'est 1 milliard de dollars dont on parle. Et comment remboursons-nous ça? Eh bien, nous avons nanti 50% des factures d'électricité. Alors, après avoir nanti 50% des factures d'électricité, comment pensez-vous que cet opérateur vit? Si c'est déjà, les prix de l'électricité sont très bas. Et comment pensez-vous qu'il va
entretenir les installations. Réhabiliter un groupe à Inc, c'est 60 millions de dollars. Donc, on ne doit plus continuer réellement, comme le ministre a insisté, il faut payer les prix de l'électricité. Vous savez, là, on a mis, souvent, c'est un cercle vicieux. Les gens disent, mais si vous voulez augmenter les prix, il faut d'abord la qualité. Oui, c'est très bien de dire ça. Alors, si ce n'est pas la qualité, comment avez-vous produit les millions de tonnes? Avez-vous gagné quelque chose? C'est vrai qu'on aurait pu produire plus. Mais maintenant, pensez à cet opérateur qui, lui, n'a pas les moyens, mais on lui demande la qualité. Mais déjà, les charges qu'il a, il n'arrive pas à combler. Donc, et des fois, il ne faut pas exiger à quelqu'un une qualité qu'il ne peut pas naturellement. C'est-à-dire, un bébé, un enfant de 12 ans, je sais qu'il y a des costauds, mais vous lui demandez de porter sur sa tête un sac de ciment de 50 kg, l'avait tué. Il ne peut pas, de par sa nature. De par la nature du système électrique de SNEL, il y a une qualité qu'on ne pouvait pas lui exiger. Mais cet opérateur a des charges qu'il doit combler. Et je crois qu'on devrait vraiment s'entendre sur ça. Et je suis heureux de terminer d'ailleurs, puisqu'on me le fait remarquer. Nous concluons, c'est vrai, le secteur est ouvert, c'est un atout. En utilisant la loi sur l'électricité, aujourd'hui, on peut combler le déficit en apportant les capitaux nécessaires et pour investir dessus et ne pas investir. Tous les programmes dont on parle, on n'atteindra pas l'objectif si on n'arrive pas à investir à temps. Et on doit investir parce que l'électricité, lorsqu'elle ne sera pas consommée au Congo, on peut vendre ailleurs. Et on a intérêt à le faire. SNEL est un partenaire de poids aujourd'hui. Et SNEL, c'est une école. Vous n'avez qu'à voir les gens qu'on a cités tout à l'heure dans la salle, leurs origines, c'est la SNEL. Et je vous remercie.